Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons expliquer de façon résumée le chapitre numéro 2 du roman Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayrti. Bien. Alors, je vous rappelle que cette leçon est aussi disponible avec une explication en arabe et vous avez les liens suivants là. Donc, ces liens, si vous consultez ma chaîne sur PC, vous allez trouver ces liens dans une description sous la vidéo. Et j'ai remarqué que dans les téléphones portables, on ne trouve pas ces liens sous la vidéo. Alors, si vous recopiez ce lien, d'accord, sur votre portable, vous allez trouver toutes les leçons se rapportant au tronc commun. Là, vous allez trouver toutes les leçons de la production écrite, d'accord, tout ce qui se rapporte à l'argumentation, d'accord, les plans et le reste. Les œuvres là, ce sont les œuvres de la première du bac et les œuvres que nous sommes en train de voir ici, les œuvres de la deuxième du bac, et bien sûr, ce sont des œuvres aussi du bac libre. Et enfin, nous avons des outils de langue, bien sûr, qui intéressent tous les niveaux. Et passons maintenant à notre deuxième chapitre. Amrzni était venu ce jour-là. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, faire attention au temps. Donc, nous avons un récit raconté au passé simple et nous avons là un plus que parfait. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est une antériorité dans le temps, c'est-à-dire on est en train de raconter des événements qui se passent là, c'est le présent et c'est le moment de narration, c'est le moment du passage des événements, d'accord? Et là, c'est un deuxième moment dans le passé, un moment antérieur, d'accord, bien sûr, on le montre par l'emploi du plus que parfait. Sumrzni était venu accompagné du Mukaddem, d'accord, bien sûr, ces mots-là, on les appelle des emprunts. On emprunte de l'argent à une banque, par exemple. Ces mots, on les appelle des emprunts. Pourquoi? Parce qu'on emprunte ces mots d'une langue vers une autre langue. D'accord? Donc, Mukaddem, bien sûr, les Marocains savent très bien ce que c'est que le Mukaddem. Bien. Alors, c'est un personnage, bien sûr, qui travaille, d'accord, avec le ministère de l'Intérieur. Bon. Ils ont apporté une liste de noms. Sumrzni a apporté une liste. Bon, Mrzni, bien sûr, dans la langue française, c'est un employé, un officier ou bien un employé des forces auxiliaires. Bon, c'est une liste de noms de résistants. Les résistants, ce sont ceux qui combattent un occupant. Par exemple, l'occupation française au Maroc, d'accord? Lorsque les Français occupaient le Maroc, les gens qui s'opposaient à ces Français, c'était des résistants. Bien. Ils sont venus voir Bouchaïb parce que c'est lui l'influence du village. Et l'influence, on a expliqué ça dans le premier chapitre, c'est le policier du village. Donc c'est lui le représentant des forces de la sécurité. Alors, Sumrzni est venu le voir, il lui a apporté une liste de noms de résistants. Donc, dans toutes les villes du nord, Casablanca et les villes qui sont plus au nord, la résistance à l'occupation était très active. D'accord? Donc, les traîtres, ceux qui collaboraient avec les Français. D'accord? Ce sont les traîtres. Ils collaboraient avec les Français. Et les fidaïns, ce sont les résistants. C'est le nom marocain pour les résistants. D'accord? Alors, les traîtres étaient châtiés, punis par les fidaïns. Ces derniers payaient de leur vie leurs exploits. Certains commerçants, d'accord, alors il faut faire attention, ces gens-là sont très importants. Ces gens-là ne combattent pas avec la force de leurs bras l'occupation, mais ce sont eux, d'accord, qui donnent de l'argent à la résistance. Donc,
Alors, ces commerçants nationalistes, pour les Français, sont les plus dangereux, ceux à combattre en priorité, d'accord? Parce qu'une personne, d'accord, qui finance la résistance est plus dangereuse qu'un résistant. S'il n'y a pas d'argent, la résistance se trouverait, d'accord, dans l'impuissance de faire n'importe quoi. Alors, ces commerçants, ils étaient connus des services secrets, mais ils ne pouvaient pas les arrêter. Ils ne pouvaient pas les capturer. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient fondus dans la nature, ils s'étaient évaporés ou bien vaporisés, ou bien tous ces mots-là, ils veulent dire que ces personnes ont disparu quand elles se sont enfuies, elles se sont cachées. Quand on les recherche dans leur village. Bien sûr, on pense où sont-ils allés? Ils doivent aller dans leur village. Et ces villages étaient dans les montagnes. D'accord? Alors, les montagnes sont difficiles d'accès. On ne pouvait pas y aller facilement. C'est pour ça que, on va voir ça dans une indication plus tard, et c'est un fait très connu au Maroc. Lorsque les occupants venaient au Maroc, ils occupaient les côtes de la mer, les villes Casa, Rabat, El Jadida, Safi, Essaouira, Tanja, d'accord? Donc, Tanger, d'accord? Ce sont toutes des villes côtières. Et les plaines, d'accord? Les plaines, ce sont les terres cultivables, les terres plates, qui ne posaient aucun problème de transport. Pour les montagnes et pour le Sahara, pour le désert, c'est très difficile d'accès. Les montagnes sont très riches. Les Sahara, dans le passé, les occupants pensaient qu'ils n'avaient rien à récolter des Sahara. Bien, donc, certains d'entre eux s'y trouvaient vraiment, d'accord? Et dans le village de Bouchaïb, il y a certains résistants qui étaient présents, d'accord? Mais nul n'osait les dénoncer. Dénoncer, c'est aller dire aux autorités des choses sur quelqu'un. Donc, maintenant, pourquoi ils n'osaient pas les dénoncer? Bien sûr, on a déjà dit que les fidéines punissaient sévèrement les traîtres, ceux qui collaboraient avec les Français. Pas même le Mukaddem ni le Cheikh, qui était lui-même. Alors regardez, le Cheikh, c'est un représentant du ministère de l'Intérieur. En ce temps-là, le ministère de l'Intérieur était affilié à l'occupation française. Et malgré cela, ce cheikh, il était un résistant notoire, très connu. Bien sûr, pas des Français. Bouchaïb n'a que des nia, je m'excuse, il dit qu'il n'y avait pas de résistants dans le village, alors qu'il y en avait, d'accord? Mais lui, il dit non. Et on va comprendre que Bouchaïb l'a fait non pas par peur des, non par peur des Français, mais plutôt parce qu'il aimait ces résistants, il les respectait. D'accord? Ensuite, il informa les résistants, il leur dit, on est venu vous chercher, mais les résistants ne s'inquiétèrent pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les forces françaises ne pouvaient pas accéder facilement aux montagnes, même si on savait que ces personnes étaient dans leur village. Ce serait vraiment très coûteux pour les Français d'envoyer des soldats pour aller jusqu'à la montagne, et peut-être même que ces soldats ne reviendraient jamais, parce que dans les montagnes, ils seraient une cible facile aux montagnards qui connaissaient bien la montagne. Donc, ils savaient que dans la montagne, ils étaient quasiment signifie presque intouchables. Cet incident n'eut pas de suite, c'est-à-dire le Mourzni est revenu chez lui, d'accord, et on n'a plus de ces nouvelles, d'accord. Les résistants continuèrent à vivre leur exil, d'accord. Donc un exil, c'est un bannissement lorsqu'une personne est envoyée de force loin de chez elle. Donc pourquoi dit-on exil alors qu'ils sont dans leur village? Eh bien, ils sont exilés parce que leur village n'est plus leur
ville d'habitat. Ils habitaient dans les villes pour y travailler. Maintenant, ils se sont exilés chez eux. Jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la sortie des Français du Maroc. Bien, le vieux Bouchaïb, alors regardez ce qui nous montre cela. Le vieux Bouchaïb se rappelle toujours cette époque, l'époque de la résistance aux Français avec nostalgie, d'accord? La nostalgie, c'est vraiment, on se rappelle quelque chose avec amour, elle nous manque, on voudrait qu'elle revienne. Le narrateur parla du quotidien calme de Bouchaïb, d'accord? Alors que les gens résistaient, Bouchaïb, lui, était tranquille, comme tous les gens d'ailleurs qui vivaient dans la montagne, parce que les Français, on en a dit, ne pouvaient pas aller là, alors ils étaient tranquilles. Bien. Ce soir-là, il allait, donc il dit à sa femme, je vais poser des pièges pour attraper des lapins. Je reprends, j'ai été interrompu, alors je m'excuse. Comme j'ai dit, il avait des pièges pour attraper divers types d'animaux, les lapins, les renards, les porcs épics, d'accord? Et le lendemain, il est vraiment arrivé il a rapporté 2 lièvres, d'accord? Donc, ils les mangèrent bien sûr, sa femme et lui, avec leur chat. Jamais oublié ce chat parce que chaque fois l'auteur nous dit que le chat s'est bien gavé. Bien, alors sa femme lui dit qu'elle a donné un peu de viande à la voisine. Et Bouchaïb a trouvé que c'était très bon. Pourquoi? Parce que cette femme ne mangeait que rarement de la viande durant toute l'année. Peut-être même une seule fois durant l'Aïd, bien sûr, la fête du sacrifice, l'Aïd Kbir. Bon, alors, il va parler longuement de cette femme, d'accord? Cette femme, elle était surnommée, on l'appelait Taloukit, c'est-à-dire boîte d'allumettes. Ce nom collé à elle, on ne savait pas pourquoi, d'accord? Elle était encore assez vigoureuse pour s'occuper toute seule d'elle-même. On aimait cette femme, d'accord? D'abord parce qu'elle était serviable, c'est elle qui faisait le pain communautaire durant certaines fêtes ou bien, d'accord? Elle faisait du pain avec des œufs qu'elle donnait à des enfants, d'accord? Alors les enfants l'aimaient, les parents l'aimaient, et on l'aimait aussi, d'accord? Parce que c'était une femme érudite, c'était une femme qui lisait et écrivait couramment l'arabe classique et le berbère. Donc, elle savait aussi soigner avec des herbes médicinales, mais elle prenait soin à ce qu'on ne la prenne pas pour une charlatane, pour une femme qui gagne du pain, qui gagne son pain grâce à ou bien à cause de la superstition, d'accord? Ça dépend de ce grâce ou bien à cause d'eux. Maintenant, on apprend que l'histoire de la région était méconnue. Donc méconnue signifie mal connu, pas très bien connu. Et inconnu, c'est pas connu du tout. D'accord? Et les envahisseurs préféraient les plaines et les côtes. On a déjà expliqué ça, les plaines, les terres plates cultivables et les côtes des mers, bien sûr, surtout pour la facilité de transport. Parce que l'occupant n'a qu'une seule pensée, c'est prendre les biens d'une terre et les emmener chez lui. Alors, on trouve dommage que certaines personnes nous disent que le temps des Français était bon ici, d'accord, mais ce sont des étrangers d'abord au pays, d'accord, on ne doit pas accepter d'être dominé par des étrangers, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces gens ne pensaient pas apporter le bien, ils prenaient le bien, alors ils nous prenaient des millions et ils laissaient dans le pays quelques millions.
D'accord? Ils ont bien sûr les choses essentielles qu'ils ont faites, les routes de transport pour emmener les biens et les écoles bien sûr pour pouvoir dispenser leur savoir et leur culture. Bien alors, les peuples de la montagne n'ont pas vraiment souffert de ces envahisseurs, de ces occupants, de ces gens qui envahissent le pays, qui y entrent de force, d'accord? Mais ils n'avaient connu que des guerres de vendetta. La vendetta, c'est lorsqu'on se bat pour une question de vengeance, d'accord? Généralement, un village une personne d'un village tue une autre personne d'un autre village et ceux-là veulent se venger, ensuite ils se vengent, les autres leur rendent l'appareil et c'est une guerre qui peut durer parfois des siècles pour des raisons vraiment futiles. Bouchaïb et sa vieille femme parlent de la piété de Talukit. C'est une femme sainte, une femme très proche d'Allah. Cette femme rappelle Abu Shaib Lalla Tiza Tassimlelt. Et c'est l'occasion de parler de la situation de la femme. À peu près toutes les femmes trimées ne savaient ni lire ni écrire. D'accord? Alors que Abu Shaib dit alors que les autres pays évoluent rapidement, nous restons stagnants. La femme vit dans l'ignorance. Shaib fait une réflexion sur le fait qu'il allait sortir de la vie comme il y était entré, c'est-à-dire nu. Car il n'a rien apporté avec lui dans ce monde lorsqu'il est né, et il ne va rien emmener avec lui lorsqu'il va mourir. De plus, il ne laissera aucun souvenir. Aucune personne de son sang ne sera présente pour l'enterrer. Il dit à sa femme, avant d'aller nous coucher, alors je m'excuse, c'est un S ici, c'est pas un SE, avant d'aller se coucher, il avait deux choses à dire à sa femme. La première, il lui dit qu'ils allaient offrir 2 bœufs. Rappelez-vous, c'est une règle très basique. On dit un bœuf, 2 bœufs. Et malheureusement, on trouve certaines personnes, si vous leur dites 2 bœufs, alors ils vous tamponnent, ils vous taxent de personnes ne sachant pas parler le français. Pourquoi? Parce que vous dites 2 bœufs. C'est le comble de la sottise, d'accord? Bien sûr, vous connaissez énormément de choses, et parce que vous avez l'habitude, lorsqu'on a pris l'habitude de dire lorsqu'on était petit, des bœufs, lorsqu'on devient grand, lorsqu'on fait attention, on dit 2 bœufs. Mais lorsqu'on ne fait pas attention, on dit 2 bœufs. Ça m'arrive souvent, d'accord? Et je trouve idiot qu'une personne dise que je ne connais pas le français parce que je peux dire 2 bœufs. Chaque famille aurait sa part de viande, d'accord? Alors ils vont sacrifier 2 bœufs à la mosquée, bien sûr, pour Allah. Et la viande, ils vont la partager sur toutes les familles du village. La deuxième chose, il raconte un rêve. C'est plutôt un cauchemar. Alors, Bouchaïb voit dans son rêve, et c'est un rêve qui se répète et qui est toujours le même, d'accord? Il ne change pas. Il voit un amandier, un arbre d'amandes, plein d'amandes, des amandes très grosses et très juteuses, très belles. Il monte pour les gauler, pour les cueillir, et lorsqu'il tend la main pour cueillir une amande, il tombe. D'accord? Alors, il demande à sa femme, qu'est-ce que tu y vois, qu'est-ce que tu y comprends? Elle lui dit, rien, mais je crois que tu es trop vieux pour monter encore dans les arbres pour cueillir des amandes. Et il lui dit, essaie de dormir en rêvant à autre chose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.